Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre 2 sur les mouvements de la Terre. Aujourd'hui, nous allons voir la 5e vidéo qui concerne la tectonique des plaques à l'échelle mondiale. Alors, je vous propose de commencer tout de suite par quelques petites observations. Alors, si on trace une carte des séismes à l'échelle mondiale, voici ce qu'on obtiendrait. On voit qu'on a toute une série de points allant du jaune au bleu et donc qui sont localisés le long de lignes bien particulières. Alors d'où viennent ces différents séismes, d'où viennent ces différents tremblements de terre, c'est ce qu'on va voir donc dans cette vidéo. Donc on sait déjà, ça c'est un petit rappel, que la Terre est composée d'une succession de différentes couches de propriétés physiques différentes. Donc je vous avais montré ce petit schéma. Alors, on a différents étages, si on veut, qui commencent par le noyau interne. Le noyau interne est solide, le noyau externe est liquide, puis après on a le manteau intérieur qui lui est solide, et par-dessus vient se poser le manteau extérieur, qui lui est solide, mais qui est déformable, qui est un peu plastique si on veut. Ensuite, on a la croûte continentale et la croûte océanique qui constituent la surface externe de la Terre. Alors vous avez ici les différentes températures, c'est bien entendu pas à retenir par cœur, mais il faut savoir que dans le noyau interne, on a à peu près 5000 degrés et à la base de la croûte terrestre, on a environ 200 à 900 degrés, donc en fonction des zones. Alors, deuxième observation, en fait, dans le manteau externe, on va observer des mouvements de convection. On avait déjà entendu parler des mouvements de convection plus tôt dans le cours, qui sont donc des mouvements ascendants de matière chaude. Donc là, ce qui va nous venir du manteau interne, c'est vraiment une matière chaude et visqueuse, donc de la lave en fusion. Et cette matière chaude va avoir tendance à monter et aller vers les endroits plus froids, donc qui sont localisés le long de la croûte terrestre. Et donc on va avoir des mouvements de matière chaude qui vont aller vers la croûte, puis quand cette matière va refroidir, ben, elle aura tendance à redescendre vers la base du manteau. Et donc on a ainsi des courants qui font des cycles, voilà, de matière chaude et de matière froide. Alors, la dérive des continents a été proposée au XIXe siècle par Alfred Lothar Wegner. Alors, cette personne a estimé que les continents flottaient sur une masse visqueuse euh, composée de roches en fusion. Il prétendait d'ailleurs que les continents n'en formaient qu'un seul au départ et il basait cette proposition par différents arguments. Tout d'abord, des arguments morphologiques. En effet, en fonction de la forme des continents, eh bien, on peut les replacer comme des puzzles, voilà, qui s'emboîteraient les uns dans les autres. Un autre argument est celui de la géologie. On retrouve les mêmes formations géologiques, donc des roches de part et d'autre de différents continents, et on peut donc relier les continents grâce à ces propriétés géologiques différentes. Il en est de même pour la paléontologie qui s'intéresse aux espèces animales et végétales. On retrouve de part et d'autre des différents continents des mêmes espèces animales qui auraient donc migré quand le continent n'en formait qu'un seul, quand on était encore sous forme d'une Pangée. Et enfin, un argument climatique, car là aussi on retrouve des traces de glaciers, qui témoignent que tous les continents étaient rassemblés plus vers l'hémisphère sud, et donc maintenant ils sont présents sous différents continents. C'est notamment le cas pour l'Inde. Vous voyez que on retrouve pas mal de traces d'anciens glaciers, mais de très anciens glaciers, donc pas liés à l'Himalaya, donc sur le pays indien. Et donc ça montre bien que toute l'Inde s'était détachée et est venue maintenant en collision en Eurasie, donc ce qui a provoqué l'Himalaya. Ok, alors voici une vidéo qui vous montre en fait la dérive des continents à partir de cette Pangée, de ce continent unique. Et donc les chiffres qui défilent en bas à gauche sont donc les millions d'années qui nous séparent du temps présent en fait. Donc on voit que il y a 100 millions d'années, à peu près, tous les continents ont commencé à se disloquer. Et on voit ici la remontée spectaculaire de l'Inde, de la plaque indienne, qui a formé maintenant, par compression, donc l'Himalaya.
Alors, quand on parle de tectonique des plaques, on va parler maintenant de 4 mouvements principaux. C'est-à-dire, le premier mouvement, c'est un mouvement d'expansion. C'est-à-dire qu'on a deux plaques continentales qui vont s'écarter l'une de l'autre. Donc en gros, vous voyez ici sur cette petite vidéo qu'on va avoir un mouvement d'expansion. Donc la croûte continentale orange va s'étirer de plus en plus et va se casser et va former des petits gradins comme ça. L'eau va arriver et va pénétrer donc dans la zone et on va avoir la formation d'un point chaud. Vous voyez ici le point chaud se créer et toucher la croûte océanique. Et lorsque le point chaud, qui est du magma en fusion qui va remonter à la surface, va toucher la croûte océanique, et bien il va commencer à créer de la nouvelle matière. Donc le magma va refroidir et va créer de la matière qui va donc s'écarter de plus en plus de cette dorsale océanique. Voilà, donc au milieu des océans, on a à chaque fois une dorsale océanique. Le deuxième mouvement est un mouvement de subduction. Ce mouvement est représenté par une flèche qui passe en dessous d'une autre et ça représente en fait une croûte océanique qui passe en dessous d'une croûte continentale. Donc voilà la petite animation. Donc vous voyez que la croûte océanique qui est plus dense va plonger en dessous de la croûte continentale. À un certain moment, donc on va avoir des remontées de magma, on le voit très bien sur le côté droit, des remontées de magma qui vont s'infiltrer le long de failles, voilà, donc, qui vont atteindre la surface et créer des volcans. Donc on verra donc des volcans apparaître le long de lignes droites, comme ça, donc le long des zones de subduction. Alors, voilà par exemple une illustration bien connue qui est en Amérique du Sud. Entre l'océan Pacifique et l'Amérique du Sud, on voit une fosse, voilà, j'en reparlerai un peu plus tard, une fosse qui témoigne d'une zone de subduction entre la croûte continentale et la croûte océanique. Alors vous voyez sur le schéma de gauche qu'en fait, à partir de cette fosse, on voit qu'on a toute une sorte une répartition de séismes qui se font en diagonale comme ça, jusqu'à à peu près 500 km de profondeur. Le troisième mouvement est un mouvement de collision, alors qui se produit, vous allez le voir dans la petite animation ici, quand deux croûtes continentales se rencontrent. Vous allez voir que ça va fermer la mer qui est entre les deux. Et donc ça se passe après, quand en fait une zone de subduction se ferme complètement. Et donc on a deux croûtes continentales qui ont les mêmes densités qui se rencontrent et qui créent des montagnes. Voilà. Donc ça, c'est symbolisé par deux petites flèches qui se rencontrent et qui montent en même temps. Donc c'est ce que j'ai marqué sur la gauche. Et donc c'est l'exemple typique des montagnes. Donc voici une représentation 3D de l'Himalaya. Alors, le quatrième mouvement, c'est très simple, c'est quand on a une faille qui est verticale. C'est ce qu'on appelle les failles transformantes, où on va en fait avoir deux plaques qui vont glisser horizontalement, l'une à côté de l'autre et l'une le long de l'autre en fait. Alors on va avoir voilà, donc, le long de ces failles-là des éléments qui vont être coupés en deux. Et voilà, un exemple typique, c'est une route qui va être vraiment coupée perpendiculairement. Alors, les conséquences de la tectonique des plaques sont tout d'abord les séismes. Les séismes, c'est quoi? En fait, c'est un tremblement de terre qui va résulter d'une brusque libération d'énergie qui était accumulée lors des contraintes exercées au cours du déplacement des plaques tectoniques. Donc les plaques tectoniques bougent et alors ça force des contraintes parce que ça tire de part et d'autre. Et à un moment, on a une libération d'énergie parce que ça va casser la roche, ça va casser la croûte continentale et donc on va avoir des tremblements de terre. Alors là où se passe le tremblement de terre, c'est ce qu'on appelle le foyer. Alors juste au-dessus du foyer, on a l'épicentre et c'est à l'épicentre qu'en fait, donc à la surface de la Terre, qu'on a les dégâts les plus importants. Et plus on va s'éloigner le long de l'épicentre, moins les dégâts seront importants. Et voilà, donc on va mesurer cela grâce à ce qu'on appelle des sismographes ou des sismomètres, qui mesurent donc ces séismes dans toutes les directions.
Alors les séismes sont mesurés sur ce qu'on appelle une échelle, et c'est l'échelle de Richter qui est ici présente à l'écran. Alors sur la partie gauche, vous avez donc les caractéristiques de chacun des étages de cette échelle de Richter, et c'est ce qu'on appelle la magnitude. Donc un événement de type 1, d'une magnitude 1, c'est une secousse qui est à peine perceptible par l'homme. Une secousse de type 2, c'est une secousse qui va être ressentie par des gens au repos. Puis par une magnitude 3, c'est voilà, donc ça va être ressenti par la plupart des gens, etc., etc. 5, 6, on va avoir des dégâts. 7, 8, 9, là, on a carrément des destructions euh, sur plusieurs milliers de kilomètres. Et donc en fait, c'est une échelle qui n'est pas linéaire. Vous voyez ici sur le graphique de droite que l'énergie dépensée, donc ici en erg, est à chaque fois 10 fois supérieure au niveau suivant. Et donc vous voyez que un, un événement de magnitude 5 donc, aura 10 fois plus d'énergie qu'un événement de magnitude 4 et 10 fois moins d'énergie qu'un événement de magnitude 6. Voilà, donc cette échelle n'est pas linéaire en fonction de l'énergie. Deuxième conséquence, ce sont les tsunamis. Les tsunamis sont des raz-de-marée destructeurs qui vont être provoqués par un séisme, une éruption ou un glissement de terrain qui va se passer en pleine mer. Et donc si on a un événement qui va se produire en mer, dans ce cas-ci une faille qui va donc faire bouger le terrain en pleine mer, on va avoir ce qu'on appelle un gonflement, voilà, à la surface de l'océan qui va donc se traduire par un retrait de la mer. Et donc les populations sur le sol vont voir la mer se retirer petit à petit. Et puis progressivement, ces vagues de tsunami vont se rapprocher de la Terre et leur amplitude va augmenter au fur et à mesure que la profondeur diminue. Et donc, il va se passer ce qui va se passer, les vagues vont arriver sur Terre et vont déferler, voilà ce qu'on appelle des déferlantes, déferler sur le rivage et détruire les habitations. Alors parfois on a un retrait, un deuxième retrait de la mer, puis de nouveau des vagues déferlantes. Ça peut arriver, voilà, mais c'est pas très courant. La vitesse de propagation de ces vagues est d'environ 500 à 800 km par heure quand on est en eau profonde. Quand on est en eau moins profonde, c'est de l'ordre de 100 km par heure. Voilà. La troisième conséquence de l'activité tectonique à l'échelle mondiale, ce sont les volcans. Les volcans sont un type de relief terrestre ou sous-marin qui va être formé par l'éjection et l'empilement petit à petit de matériaux issus de la remontée de magma. Alors ce magma, en se refroidissant à la surface terrestre, va former des laves ou des cendres. Alors un volcan va être toujours formé par quatre éléments caractéristiques. Tout d'abord le numéro 1, une chambre magmatique. Dans cette chambre magmatique, ça va être alimenté par du magma qui vient du manteau inférieur et qui va jouer le rôle de réservoir. Puis en numéro 2, on a une chambre volcanique, une cheminée volcanique, pardon, qui va être le lieu de transit du magma qui va remonter à la surface de la Terre. Et au numéro 3, on a ce qu'on appelle un cratère, voilà, où on va déboucher la cheminée volcanique. Et au point 4, c'est là où les cheminées volcaniques secondaires, voilà, ça peut arriver qu'il y ait plusieurs cheminées qui vont suivre des failles dans la croûte terrestre. Alors, ces volcans apparaissent près de dorsales océaniques, donc on a vu quand on a vu une zone de divergence. Peuvent apparaître quand on a des points chauds. Alors les points chauds sont donc des remontées de magma qui sont fixes. Et comme la croûte est mobile, en fait, on va avoir une succession de différents volcans en ligne droite. Voilà, donc c'est le cas de Haïti. Donc c'est toute une série de volcans qui vont en fait être positionnés en dessous d'un point chaud. Et les volcans apparaissent aussi à proximité des zones de subduction, donc comme dans les Andes. Alors comment une éruption va avoir lieu? On va tout d'abord augmenter la pression dans la chambre magmatique. Donc les gaz vont commencer à sortir et c'est là vraiment l'accumulation de magma qui va augmenter la pression.
Alors, le volcan va se gonfler petit à petit et on va obtenir des séismes à sa surface. Et donc, les gens vont commencer à sentir le sol trembler. Puis, les gaz vont se détendre et on va avoir une remontée de lave voilà, et donc dans la cheminée volcanique. Et là, en fonction du type de volcan, eh bien, celui-ci va exploser ou va s'écouler sur le côté. Donc on a deux types de volcans. C'est ce qu'on appelle un volcan effusif. Ce sont généralement les volcans rouges, où là on a un magma qui est très liquide et qui va s'écouler sur le côté. Et on a un deuxième type de volcan qui est un volcan explosif ou un volcan gris euh, qui va en fait avoir un magma beaucoup plus visqueux, beaucoup plus pâteux, qui va former un bouchon et qui va empêcher les gaz et le magma de s'échapper à la surface. Donc ça, on va avoir beaucoup de pression qui va se faire au niveau du cratère, puis bam, d'un coup ça va exploser et donc ça va projeter des, euh, des nuées ardentes comme ça de part et d'autre du cône volcanique. Donc généralement ces volcans ont des pentes beaucoup plus raides en fait. Alors, dernière conséquence, non, avant-dernière conséquence, ce sont la création de montagnes. Donc on a vu que bon, les montagnes ce sont des élévations naturelles du sol, ça je pense que je ne vous apprends rien, qui vont avoir lieu, donc la création de montagnes aura lieu lors de la rencontre entre deux plaques continentales. Et ce processus de création de montagnes va porter le nom d'orogenèse. Donc c'est comme l'orographie qui est en fait l'étude du relief. Eh bien la genèse de l'oro, ça veut dire la genèse des montagnes. Et dernier point, ce sont les fosses. Donc les fosses océaniques, c'est un relief sous-marin qui va avoir plusieurs milliers de kilomètres de long et plusieurs milliers de kilomètres de profondeur. Donc le plus connu, c'est la fosse des Mariannes, qui a à peu près 11 000 mètres de profondeur. Et généralement, ces fosses apparaissent le long des zones de subduction, donc au contact entre une plaque continentale et une plaque océanique. Voilà. La fosse des Mariannes est localisée en plein milieu quasiment de l'océan Pacifique. Et donc là, on a bien la jonction entre deux plaques tectoniques. Et donc, comme je vous l'ai dit, la fosse des Mariannes fait à peu près 11 km de profondeur. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions par email, via le site ou alors directement dans les forums sur le site de Moodle. Voilà, à la prochaine!